L'océan est un vaste royaume dominé par des forces titanesques. Ce territoire immense est la demeure des plus gros animaux de notre planète. Il étire ses étendues infinies loin de tout rivage et jusqu'à des milliers de mètres de profondeur. Le calme apparent qui règne sous sa surface est parfois troublé par de brusques accès de frénésie. Mais lorsque le soleil sombre à l'horizon, il révèle un nouveau visage. Des millions d'animaux remontent des profondeurs. Ces créatures singulières et inconnues prolifèrent dans l'obscurité la plus totale. C'est la plus grande migration connue au monde. Un homme est déterminé à accomplir ce que personne n'a fait avant lui. Plonger de nuit pour filmer cet exode animal en se postant aux premières loges. Son but, percer le mystère qui entoure la remontée nocturne de tous ces animaux et résoudre enfin l'énigme de cette curieuse migration verticale. Biologiste et caméraman sous-marin renommé, Rick Rosenthal filme depuis plus de 30 ans les hôtes du Grand Bleu. La plupart du temps, il effectue ses prises de vue le jour, en profitant de la lumière naturelle. Mais aujourd'hui, il s'apprête à filmer un phénomène nocturne. Une migration verticale à grande échelle, au cours de laquelle des millions d'animaux vont remonter des abysses pour se nourrir de plancton près de la surface. En se déplaçant ainsi de nuit, ils échappent à l'attention des prédateurs diurnes. À l'aube, ils prendront le chemin inverse pour retrouver l'obscurité protectrice des eaux profondes. Ces animaux forment des bancs si denses que les sous-marins militaires peuvent se dissimuler sous leur masse sans risque d'être détectés. En termes de biomasse, cette migration est la plus importante de notre planète. J'ai eu la grande chance de filmer énormément d'animaux et d'événements naturels incroyables en plein océan. Mais il y a une chose que je n'ai jamais encore filmée, c'est la migration la nuit des habitants des abysses vers la surface. Il y a plusieurs années, alors que je plongeais au large du Costa Rica, j'ai eu le plaisir d'assister à un ballet aquatique de raies mobula, qu'on appelle diable des mers. Il y avait aussi des dizaines de poissons juvéniles, comme des bébés espadons voiliers, qu'on n'avait jamais vus. C'est ce qui m'a donné envie de filmer dans le noir. Ce que j'ai voulu faire, c'est aller au large, la nuit, plonger avec ma caméra et filmer cette grande migration verticale. Le défi est de taille. La migration verticale ne se déroule qu'en haute mer et dans certaines zones. Rick va devoir s'appuyer sur ses 30 années d'expérience pour repérer l'endroit idéal et le bon moment. En journée, certains signes imperceptibles l'orientent vers des lieux où les animaux se rassemblent en profondeur. C'est là qu'il a le plus de chances de filmer une activité nocturne. Sa quête débute dans la zone tropicale du Pacifique. Accompagné de Dennis Bishop, un marin chevronné, Rick guette les indices qui trahissent la présence d'animaux marins. Je regarde si des oiseaux volent au ras des vagues. Je guette le souffle d'un dauphin ou d'une baleine à l'horizon. Et j'observe aussi les poissons qui fendent l'eau ou qui sautent à la surface.
Ce sont des indices importants pour trouver ce que l'on cherche, car l'océan est tellement vaste. Rick s'attarde dans les parages car il a aperçu le souffle d'une baleine. Celle-ci a peut-être déjà quitté la zone, mais une nappe d'eau étale laisse penser que quelque chose de gros se cache en profondeur. Au début, Rick ne voit rien, à part une colonne d'eau de 2 km, apparemment déserte. Jusqu'à ce que des ombres se dessinent. Ce sont des globicéphales. Ces grands dauphins se nourrissent de calmars qui vivent en eau profonde et constituent l'essentiel de la migration nocturne. La présence des cétacés près de la surface indique à coup sûr qu'il y a de la vie bien plus bas, une faune qui attend que la nuit soit tombée pour remonter. Une autre silhouette émerge du Grand Bleu, celle d'un requin océanique. Lorsque je suis dans l'eau et que je vois ces ombres, ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça me donne une décharge d'adrénaline. Le requin est un prédateur de surface et un opportuniste. Les globicéphales sont pour lui l'occasion de s'offrir un repas à bon compte. Quand je vois des requins se rapprocher de cétacés, ça réveille le chasseur en moi, parce que je sais qu'il va y avoir de l'action. Le requin essaie d'effrayer les dauphins pour qu'ils défèquent avant de plonger. Pendant la journée, les eaux de surface sont souvent assez pauvres en nourriture. Le requin a développé une astuce pour chipper un repas aux cétacés. Ce nuage rouge est le signe que les globicéphales ont mangé des calmars. Le requin se jette alors sur des morceaux de calmar encore entiers dans le nuage d'excréments. On considère ces requins océaniques comme de grands prédateurs, mais quand on les voit se nourrir de cette façon, leur réputation en prend un coup. Les globicéphales regagnent les abysses. Ces animaux peuvent descendre jusqu'à 600 mètres de profondeur. C'est beaucoup trop pour que Rick ou même le requin puissent les suivre. Cette capacité leur permet de chasser des calmars toute la journée. La plupart des autres prédateurs, eux, doivent attendre la nuit et la migration verticale. Le requin poursuit sa route. Tous ces animaux sont des nomades. Ils passent leur vie à errer à la recherche de nourriture ou d'un partenaire. Pour l'instant, Rick est à nouveau seul. Mais la rencontre avec les globicéphales lui indique que cette zone a du potentiel. Il décide donc de rester et d'attendre la suite des événements. Après un long moment, un nouvel indice prometteur apparaît à la surface de l'eau. À la confluence de deux courants, les nutriments portés par les deux masses d'eau se concentrent le long d'une ligne fertile qui rompt la monotonie de l'océan. Cette ligne de courant est aussi la preuve que nous sommes au bon endroit. On va rester à côté. C'est un peu comme une autoroute.
Le phytoplancton prolifère à ce carrefour océanique. Les algues microscopiques qui le composent ont besoin de soleil et des nutriments portés par les courants. Au large, elles constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire. Une aubaine pour ce banc d'anchois qui vit près de la surface. Mais ces derniers ont un problème. À la lumière du jour, ils sont des proies faciles pour les prédateurs. Très vite, un groupe de thons roses arrive sur les lieux. Et c'est l'hécatombe. Quelques minutes plus tard, alors qu'un requin soyeux arrive à son tour, il ne reste qu'une poignée d'anchois. Le prédateur doit se contenter des proies blessées que les thons lui ont abandonnées. Le plancton qui nourrissait les anchois constitue également le repas de créatures plus prudentes qui ne remontent à la surface qu'une fois la nuit tombée. Je crois qu'on n'est pas loin. Il y a pas mal de plancton et de petits poissons dans l'eau. On dérive au-dessus d'un canyon sous-marin assez profond. Le repérage a fini par payer. Cette zone attire la vie grâce au courant et au relief sous-marin. Il est temps pour Rick et Dennis d'affiner leurs recherches. Je vois pas mal de débris flottants et il y a des poissons cachés dessous. On est au bon endroit. Qu'est-ce que tu en dis? Je vois un peu plus loin que toi. Cette ligne de courant file tout le long de la faille. Et il y a un tronc d'arbre là-bas. Ok, on va voir. Ta caméra. Je l'ai. Passe-moi tes palmes. Dennis a repéré un tronc d'arbre qui dérive un peu plus loin. Ce type de débris flottant peut faire office de petit récif mobile. Il offre un abri à plusieurs espèces de poissons. S'il y a déjà de l'activité ici le jour, il y a toutes les chances pour que Rick se retrouve au milieu de l'action une fois la nuit tombée. Dès qu'on est un peu plus près, je m'en rapproche à la nage. Entendu! Un groupe de dauphins tachetés file dans la même direction. Là encore, c'est un signe encourageant. Rick entre dans l'eau à quelques centaines de mètres du bois flottant. Il comprend vite que l'endroit est le terrain de chasse des dauphins. L'attitude des dauphins est sans ambiguïté. Gueule ouverte, ils préviennent l'intrus de rester à distance. Mais Rick n'est pas le seul à suivre les dauphins. Des thons jaunes qui chassent souvent avec eux ne tardent pas à faire leur apparition. Nul ne sait pourquoi l'activité est aussi intense sous les débris à la dérive. Peut-être est-ce tout simplement parce que l'abri est trop petit pour tout ce monde. Enfin, Rick se retrouve au centre de l'action. Tout autour de lui, c'est un bouillonnement de vie qui s'étend bien au-delà de son champ de vision. Les dauphins filent comme des fusées autour de l'arbre flottant à la poursuite de petits poissons.
certaines espèces passeront toute leur vie sous ce bois mort. Comment elles parviennent à repérer un récif aussi petit dans l'immensité de l'océan reste un mystère. Proies et prédateurs ne manquent pas. Un requin à pointe noire fait son apparition. Rick sait qu'il doit rester sur ses gardes. Être un petit poisson caché sous une souche, c'est une chose, mais être un plongeur, c'est pas pareil. On est à découvert et on devient une cible légitime dans cette masse d'animaux qui viennent se nourrir. Un espadon voilier est à l'œuvre. Long de près de 3 mètres, il est capable de nager à une vitesse incroyable. Sa peau, habituellement gris argenté, vire au noir lorsqu'il chasse. Pour lui, les conditions sont idéales. Les prédateurs sont capables de parcourir des centaines de kilomètres pour un festin pareil. Très vite, Rick est cerné par ces géants. Ils déploient leur immense voilure pour rassembler les bancs de poissons. Puis, ils fondent tour à tour dans la masse poissonneuse pour se nourrir. En 1 heure, il ne reste presque plus de petites proies à la surface. Alors que le jour décline, les prédateurs s'enfoncent vers les profondeurs à la rencontre des créatures abyssales qui vont entamer leur remontée. Rick peut plonger en apnée jusqu'à plus de 20 mètres. Mais la migration verticale est encore probablement à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il devra patienter un moment. Déceler une telle concentration de proies et de prédateurs dans le noir ne sera pas une mince affaire. De nuit comme de jour, une grande partie de l'océan est pratiquement vide. Mais Rick est convaincu que les prédateurs qu'il a vus aujourd'hui sont la preuve que la migration qu'il attend peut se produire ici même. Il sillonne la zone en attendant l'obscurité. Le sonar a détecté la présence d'une masse dense sous le bateau de Dennis. Elle remonte lentement vers la surface et recouvre une superficie équivalente à celle d'une petite ville. Impressionnant, lorsque l'on sait que cette masse n'est constituée que d'êtres vivants. Bientôt, la partie la plus délicate de la mission de Rick va commencer. Filmer de nuit au cœur de l'océan. Cette petite tortue lutte se nourrit d'animaux gélatineux. Ce sont eux qui devraient arriver avec la première vague de la migration nocturne. Et c'est effectivement ce qui se produit. Une longue chaîne de salpes fait son apparition. C'est le mets préféré de la tortue. Filmer de nuit est difficile et dangereux. La moindre erreur peut être fatale. Si le bateau dérive avec le vent et les courants, le plongeur peut très vite se retrouver isolé. Les torches aideront Rick à s'orienter une fois sous l'eau. Il a également prévu de petites lampes utilisées comme leurre la nuit par les pêcheurs. De nombreuses créatures des abysses sont bioluminescentes. Elles luisent dans le noir. L'idée est de duper les prédateurs qui, de loin,
confondront les loupiotes avec des proies potentielles. Dans le ciel dégagé, la lune éclaire la nuit. Les conditions de plongée sont parfaites. Rick se met à l'affût sous le bateau, à une dizaine de mètres au-dessus des loupiotes. Quand on se met à l'eau de nuit, on n'est pas très à l'aise. On ne sait pas où on tombe, on ne voit que la masse noire de l'eau. D'étranges créatures remontent des profondeurs. Peu à peu, l'océan se transforme. Un siphonophore déroule sa silhouette filiforme. Ses tentacules luisent dans le noir pour attirer les proies, comme les leurres lumineux disposés par Rick. Certains spécimens peuvent mesurer jusqu'à 40 mètres. Rick se tient à une distance respectueuse de l'animal. Ce soir, il y a beaucoup d'organismes urticants dans l'eau. La piqûre des siphonophores est particulièrement douloureuse. Voici un pyrosome, lui aussi bioluminescent comme nombre de créatures abyssales. Chaque espèce utilise la lumière à des fins différentes. Attirer une proie, distraire les prédateurs ou se signaler à un partenaire. Un pyrosome de plus grande taille sert de refuge à une petite crevette. Sans lui, dans l'immensité de l'océan, celle-ci serait une proie facile. Une jeune crevette mante joue dans le courant. Ses yeux sont parmi les plus complexes du monde animal. C'est un atout de taille, car sans dard ni abri, cette espèce est extrêmement vulnérable. Malgré ces rencontres remarquables, Rick est déçu. Il a croisé bien moins d'espèces que prévu. Je pensais que la mer bouillonnerait de vie. Soit je m'y suis mal pris, soit j'ai plongé au mauvais endroit. Sur son sonar, Dennis voit toujours la couche de biomasse très dense. Mais celle-ci a arrêté sa remontée à 50 mètres de la surface, sans aucune raison apparente. Rick est convaincu qu'il doit en apprendre davantage avant de plonger à nouveau. Quelques jours plus tard, il se rend à l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey en Californie. C'est là qu'il espère trouver des réponses à ces questions. Avec une équipe de scientifiques de l'Institut, il embarque à bord du Rachel Carson. L'Institut a mis au point des technologies sophistiquées pour étudier les grands fonds. Il est à la pointe en matière de recherche sur la migration verticale. J'espère que les chercheurs me donneront les réponses dont j'ai besoin pour filmer cet événement exceptionnel. À bord, il retrouve le professeur Bruce Robison, un expert mondialement reconnu du monde marin. L'Institut utilise le Ventana, un petit sous-marin télécommandé pour étudier la vie à très grande profondeur.
Plus de 3000 plongées ont ainsi été menées à l'aide de cet engin. Cela a permis à l'équipe du professeur Robison d'étudier la vie des abysses avec une précision sans précédent, de jour comme de nuit. Le sous-marin peut descendre à plus de 1000 mètres et rester en immersion presque indéfiniment. C'est une fenêtre sur un monde que je ne vois jamais quand je plonge. Ce qui se passe en eau profonde m'intéresse énormément. Depuis la salle de contrôle du navire, l'équipe scientifique ajuste la profondeur de plongée du sous-marin et sa position, tout en restant à l'abri et au sec. Le but est de descendre suffisamment pour trouver des espèces vivantes. Le palier des 50 mètres est franchi sans qu'aucune rencontre ne soit enregistrée. À mesure que le Ventana s'enfonce vers les abysses, l'obscurité s'épaissit. À moins 200 mètres, il n'y a pratiquement plus de lumière et des animaux commencent à émerger de l'ombre. D'abord, des tout petits. Puis, une méduse de 6 cm de diamètre. L'équipe l'aspire délicatement dans un bac de collecte. Auparavant, les prélèvements dans le milieu naturel s'effectuaient à l'aide d'un filet. Et les animaux fragiles comme les méduses ne survivaient pas à l'opération. Ce nouveau système a permis la découverte de nombreuses espèces nouvelles. Comme cette méduse Tiburonia, inconnue jusqu'à sa capture par l'équipe. À ces profondeurs, c'est tout un univers rempli d'espèces étranges qui se dévoilent. Bon nombre d'entre elles, comme ce calmar de verre, ont rarement été observées à la surface. La plupart de ces créatures invertébrées se nourrissent de plancton. Leur corps gélatineux est parfaitement adapté à la pression écrasante qui règne ici. Dans ce monde où jamais ne perce la lumière du jour, on se demande bien pourquoi certaines espèces s'offrent le luxe de la couleur, comme cette variété de sténophore écarlate. Même dans le noir, les prédateurs guettent. Comme ce poisson vipère, de 50 cm de long. Chasseur redoutable, il peut vivre une bonne trentaine d'années. Un revenant croise également dans les parages. Dans son crâne transparent, on distingue deux yeux tubulaires qui pointent vers le haut pour détecter l'ombre de la moindre proie qui passerait au-dessus de lui. Ou les pièges tendus par les hommes. Le revenant a vraiment de drôles d'yeux, je me demande ce qu'il voit. Rick est intrigué. Ces animaux ont toujours été là, bien loin sous ses palmes lorsqu'il filmait de nuit. Et pourtant, ils ne sont pas remontés à la surface. Le professeur Robison explique que ce qui provoque la migration verticale, c'est la lumière. En journée, les animaux des profondeurs restent dans les eaux sombres. Ils profitent de la nuit pour remonter se nourrir à la surface en étant moins détectables par leurs prédateurs. Au petit matin, ils regagnent leur terrain de prédilection bien loin sous la surface. Mais ces amateurs d'obscurité ont besoin de se maintenir dans une zone où la luminosité est très faible. Ils ne remontent donc la nuit à la surface de l'eau que si la luminosité y est aussi très faible, ce qui n'est pas le cas les nuits de pleine lune.
Bruce Robison m'a expliqué pourquoi j'avais vu si peu de poissons l'autre nuit. La lune éclairait trop la mer, du coup les poissons ne sont pas beaucoup remontés. Rick devra retenter son expérience en tenant compte de ce paramètre. Sa prochaine plongée dans cette zone tropicale du Pacifique aura lieu par une nuit sans lune. Ce soir, nous allons partir très loin au large et nous poster à la pique du canyon sous-marin où l'on a filmé tous ces animaux il y a plusieurs jours. Rick et Dennis espèrent que l'endroit qu'ils ont déjà repéré sera de nouveau actif par une nuit suffisamment noire. Mais cela n'est pas garanti. Et les deux chasseurs d'images n'ont d'autre solution que de tenter leur chance. Si les lumières de la caméra et du bateau paraissent très fortes, elles sont en réalité bien plus faibles que la lumière de la Lune qui éclairait la zone lors de leur première tentative. Les crabes qui nagent à cet endroit sont un indice encourageant. Ils ne plongent pas profondément et ne se nourrissent que près de la surface. S'ils se sont réunis, c'est sûrement parce qu'ils savent qu'une grande quantité de nourriture va arriver. Ils attendent que la migration nocturne commence. Un sténophore fait une apparition. Au fil des années, les caméras sous-marines ont énormément progressé. Aujourd'hui, les caméras numériques permettent de filmer en haute définition, même à faible lumière. Les animaux marins se font plus nombreux à chaque instant. Les formes futuristes de ces créatures, souvent aveugles, sont parcourues de pulsations lumineuses. Un bébé crabe attiré par ces lumières est pris au piège. Il lutte et se débat dans les filaments collants et réussit à s'échapper. Mais on est loin de la cohue que Rick imaginait. Le gros de la migration n'est pas encore arrivé. J'ai l'impression de dériver dans l'espace et de voir passer de nouvelles formes de vie. Je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Des comètes macros surgissent de l'ombre, prêtes à se régaler de plancton. Quelques instants plus tard, des calmars arrivent à leur tour des profondeurs, poursuivant leur proie. Des poissons lanternes. Très nombreux dans les fonds abyssaux et parfaitement adaptés à la vie dans l'obscurité, ces derniers possèdent des taches luminescentes sur les flancs pour égarer leurs prédateurs. Leur déplacement saccadé perturbe les calmars qui ne savent jamais vraiment à quel moment attaquer. Ce qui n'empêche pas certains spécimens d'attraper des poissons presque aussi gros qu'eux. Mais les calmars ne sont ni les plus malins, ni les plus forts. À leur tour, ils sont la cible de prédateurs plus gros. Ce calmar, pris de panique, projette un nuage d'encre. Il espère ainsi désorienter le chasseur en dissimulant sa fuite. Avec un peu de chance, l'assaillant se laissera duper par cette ruse et laissera le calmar tranquille. Hélas, les dauphins utilisent leur sonar pour chasser. Le nuage d'encre sera sans effet. Les calmars fuient.
Suivis de près par les dauphins qui les traquent et en dévorent une bonne partie. Pour Rick, voici la plus grande surprise de la soirée. Le passage d'un jeune marlin de quelques centimètres de long. Ce bébé marlin est une créature magnifique. Ça faisait longtemps que j'en cherchais un, et voilà que je peux en voir un de nuit. C'est un cousin de l'espadon voilier qui l'a vu plus tôt. S'il parvient à l'âge adulte, il fera plus de 2 mètres et pèsera jusqu'à 35 kilos. Ça me rappelle ma plongée au Costa Rica, quand nous avions filmé pour la première fois un petit espadon voilier de nuit. À la différence des adultes, les jeunes marlins se montrent peu durant la journée. Tant qu'ils sont encore petits, ils sont vulnérables et préfèrent se cacher dans l'obscurité. Le marlin parti, la mer paraît à nouveau vide. Dennis, j'ai vu un bébé marlin. Non, C'est vrai? après l'espadon voilier, le marlin. Il était long comme ça, d'un bleu irisé, incroyable. Je l'ai vu se nourrir. Son rostre était tout petit. Je crois pas que quelqu'un en ait déjà filmé. C'est tellement beau. Pour l'instant, Rick n'a vu que les prémices de la migration. La majorité des animaux doit encore remonter de 500 mètres, voire plus. Rick compte bien replonger plus tard dans la nuit. Les heures passent. Rick et Dennis scrutent le sonar de bord avec inquiétude. Sur l'écran, ils visualisent la couche épaisse formée par les animaux qui entament leur remontée à plusieurs dizaines de mètres sous le bateau. Fait-il assez sombre pour qu'ils atteignent la surface? Un requin décrit des cercles autour du bateau. La présence de gros prédateurs est le signe que d'autres animaux sont en train de remonter. La migration verticale doit être proche de son apogée. Il est temps de se préparer à plonger. Il est plus de minuit lorsque Rick retourne à l'eau. Le paysage a totalement changé. La mer est chargée d'une bouillie de plancton qui n'était pas là quelques heures auparavant. La deuxième plongée était différente. L'eau grouillait de petits animaux. J'avais l'impression de filmer le blizzard. Une raie manta est arrivée pour le festin. Cette géante de 5 mètres se gorge de créatures microscopiques. Comme Rick, elle a attendu ce moment. Les animaux microscopiques forment une couche si dense qu'on la confond parfois avec le fond marin. Les eaux du Pacifique bouillonnent de vie. C'est la plus grande migration de notre planète.
C'est un événement extraordinaire qui se déroule chaque nuit dans tous les océans. Des millions d'animaux se déplacent au gré des variations de lumière. D'immenses oasis de vie se forment, perdues dans l'immensité de l'océan. Pour les trouver, il suffit de savoir où et quand les chercher. Alors que l'horizon blanchit, la migration reprend, cette fois en sens inverse. Les créatures abyssales reprennent le chemin des profondeurs, tandis que les raies mantas et les dauphins s'éloignent dans le courant. Rick est à nouveau seul. Son rendez-vous extraordinaire est terminé. Une aube nouvelle se lève sur l'océan vaste et silencieux. Le soleil qui darde ses rayons nourrit le plancton dont dépendent les créatures du monde des ténèbres. Pour Rick, il y aura toujours de nouvelles créatures à filmer, toujours de nouvelles rencontres à vivre en eau profonde. Tandis qu'il vogue sur ces étendues apparemment désertes, il sait que dans toutes les mers du globe, les animaux qui effectuent la grande migration verticale sont toujours là, tapis dans les entrailles de l'océan, guettant l'arrivée de la nuit. Lorsque je suis dans l'eau et que je vois ces ombres, ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça me donne une décharge d'adrénaline. Le requin est un prédateur de surface et un opportuniste. Les globicéphales sont pour lui l'occasion de s'offrir un repas à bon compte. Quand je vois des requins se rapprocher de cétacés, ça réveille le chasseur en moi, parce que je sais qu'il va y avoir de l'action. Le requin essaie d'effrayer les dauphins pour qu'ils défèquent avant de plonger. Pendant la journée, les eaux de surface sont souvent assez pauvres en nourriture. Le requin a développé une astuce pour chipper un repas aux cétacés. Ce nuage rouge est le signe que les globicéphales ont mangé des calmars. Le requin se jette alors sur des morceaux de calmar encore entiers dans le nuage d'excréments. On considère ces requins océaniques comme de grands prédateurs, mais quand on les voit se nourrir de cette façon, leur réputation en prend un coup. Les globicéphales regagnent les abysses. Ces animaux peuvent descendre jusqu'à 600 mètres de profondeur. C'est beaucoup trop pour que Rick ou même le requin puissent les suivre. Cette capacité leur permet de chasser des calmars toute la journée.
La plupart des autres prédateurs, eux, doivent attendre la nuit et la migration verticale. Le requin poursuit sa route. Tous ces animaux sont des nomades. Ils passent leur vie à errer à la recherche de nourriture ou d'un partenaire. Pour l'instant, Rick est à nouveau seul. Mais la rencontre avec les globicéphales lui indique que cette zone a du potentiel. Il décide donc de rester et d'attendre la suite des événements. Après un long moment, un nouvel indice prometteur apparaît à la surface de l'eau. À la confluence de deux courants, les nutriments portés par les deux masses d'eau se concentrent le long d'une ligne fertile qui rompt la monotonie de l'océan. Cette ligne de courant est aussi la preuve que nous sommes au bon endroit. On va rester à côté. Il y avait aussi des dizaines de poissons juvéniles comme des bébés espadons voiliers qu'on n'avait jamais vus. C'est ce qui m'a donné envie de filmer dans le noir. Ce que j'ai voulu faire, c'est aller au large, la nuit, plonger avec ma caméra et filmer cette grande migration verticale. Le défi est de taille. La migration verticale ne se déroule qu'en haute mer et dans certaines zones. Rick va devoir s'appuyer sur ses 30 années d'expérience pour repérer l'endroit idéal et le bon moment. En journée, certains signes imperceptibles l'orientent vers des lieux où les animaux se rassemblent en profondeur. C'est là qu'il a le plus de chances de filmer une activité nocturne. Sa quête débute dans la zone tropicale du Pacifique. Accompagné de Dennis Bishop, un marin chevronné, Rick guette les indices qui trahissent la présence d'animaux marins. Je regarde si des oiseaux volent au ras des vagues. Je guette le souffle d'un dauphin ou d'une baleine à l'horizon. Et j'observe aussi les poissons qui fendent l'eau ou qui sautent à la surface. Ce sont des indices importants pour trouver ce que l'on cherche, car l'océan est tellement vaste. Rick s'attarde dans les parages car il a aperçu le souffle d'une baleine. Celle-ci a peut-être déjà quitté la zone, mais une nappe d'eau étale laisse penser que quelque chose de gros se cache en profondeur. Au début, Rick ne voit rien, à part une colonne d'eau de 2 km, apparemment déserte. Jusqu'à ce que des ombres se dessinent. Ce sont des globicéphales. Ces grands dauphins se nourrissent de calmars qui vivent en eau profonde et constituent l'essentiel de la migration nocturne. La présence des cétacés près de la surface indique à coup sûr qu'il y a de la vie bien plus bas. Une faune qui attend que la nuit soit tombée pour remonter. Une autre silhouette émerge du Grand Bleu, celle d'un requin océanique. L'océan est un vaste royaume dominé par des forces titanesques. Ce territoire immense est la demeure des plus gros animaux de notre planète. Il étire ses étendues infinies loin de tout rivage,
et jusqu'à des milliers de mètres de profondeur. Le calme apparent qui règne sous sa surface est parfois troublé par de brusques accès de frénésie. Mais lorsque le soleil sombre à l'horizon, il révèle un nouveau visage. Des millions d'animaux remontent des profondeurs. Ces créatures singulières et inconnues prolifèrent dans l'obscurité la plus totale. C'est la plus grande migration connue au monde. Un homme est déterminé à accomplir ce que personne n'a fait avant lui. Plonger de nuit pour filmer cet exode animal en se postant aux premières loges. Son but, percer le mystère qui entoure la remontée nocturne de tous ces animaux et résoudre enfin l'énigme de cette curieuse migration verticale. Biologiste et caméraman sous-marin renommé, Rick Rosenthal filme depuis plus de 30 ans les hôtes du Grand Bleu. La plupart du temps, il effectue ses prises de vue le jour, en profitant de la lumière naturelle. Mais aujourd'hui, il s'apprête à filmer un phénomène nocturne. Une migration verticale à grande échelle, au cours de laquelle des millions d'animaux vont remonter des abysses pour se nourrir de plancton près de la surface. En se déplaçant ainsi de nuit, ils échappent à l'attention des prédateurs diurnes. À l'aube, ils prendront le chemin inverse pour retrouver l'obscurité protectrice des eaux profondes. Ces animaux forment des bancs si denses que les sous-marins militaires peuvent se dissimuler sous leur masse sans risque d'être détectés. En termes de biomasse, cette migration est la plus importante de notre planète. J'ai eu la grande chance de filmer énormément d'animaux et d'événements naturels incroyables en plein océan. Mais il y a une chose que je n'ai jamais encore filmée, c'est la migration la nuit des habitants des abysses vers la surface. Il y a plusieurs années, alors que je plongeais au large du Costa Rica, j'ai eu le plaisir d'assister à un balai aquatique de raies mobula, qu'on appelle diable des mers. C'est un peu comme une autoroute. Le phytoplancton prolifère à ce carrefour océanique. Les algues microscopiques qui le composent ont besoin de soleil et des nutriments portés par les courants. Au large, elles constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire. Une aubaine pour ce banc d'anchois qui vit près de la surface. Mais ces derniers ont un problème. À la lumière du jour, ils sont des proies faciles pour les prédateurs. Très vite, un groupe de thons roses arrive sur les lieux. Et c'est l'hécatombe. Quelques minutes plus tard, alors qu'un requin soyeux arrive à son tour, il ne reste qu'une poignée d'anchois. Le prédateur doit se contenter des proies blessées que les thons lui ont abandonnées. Le plancton qui nourrissait les anchois constitue également le repas de créatures plus prudentes qui ne remontent à la surface qu'une fois la nuit tombée. Je crois qu'on n'est pas loin. Il y a pas mal de plancton et de petits poissons dans l'eau. On dérive au-dessus d'un canyon sous-marin assez profond.
Le repérage a fini par payer. Cette zone attire la vie grâce au courant et au relief sous-marin. Il est temps pour Rick et Dennis d'affiner leurs recherches. Je vois pas mal de débris flottants et il y a des poissons cachés dessous. On est au bon endroit. Qu'est-ce que tu en dis? Je vois un peu plus loin que toi. Cette ligne de courant file tout le long de la faille. Et il y a un tronc d'arbre là-bas. Ok, on va voir. Ta caméra. Je l'ai. Passe-moi tes palmes. Dennis a repéré un tronc d'arbre qui dérive un peu plus loin. Ce type de débris flottant peut faire office de petit récif mobile. Il offre un abri à plusieurs espèces de poissons. S'il y a déjà de l'activité ici le jour, il y a toutes les chances pour que Rick se retrouve au milieu de l'action une fois la nuit tombée. Dès qu'on est un peu plus près, je m'en rapproche à la nage. Entendu! Un groupe de dauphins tachetés file dans la même direction. Là encore, c'est un signe encourageant. Rick entre dans l'eau à quelques centaines de mètres du bois flottant. Il comprend vite que l'endroit est le terrain de chasse des dauphins. L'attitude des dauphins est sans ambiguïté. Gueule ouverte, ils préviennent l'intrus de rester à distance. Mais Rick n'est pas le seul à suivre les dauphins. Des thons jaunes qui chassent souvent avec eux ne tardent pas à faire leur apparition. Nul ne sait pourquoi l'activité est aussi intense sous les débris à la dérive. Peut-être est-ce tout simplement parce que l'abri est trop petit pour tout ce monde. Enfin, Rick se retrouve au centre de l'action. Tout autour de lui, c'est un bouillonnement de vie qui s'étend bien au-delà de son champ de vision. Les dauphins filent comme des fusées autour de l'arbre flottant à la poursuite de petits poissons. Certaines espèces passeront toute leur vie sous ce bois mort. Comment elles parviennent à repérer un récif aussi petit dans l'immensité de l'océan reste un mystère. Proies et prédateurs ne manquent pas. Un requin à pointe noire fait son apparition. Rick sait qu'il doit rester sur ses gardes. Être un petit poisson caché sous une souche, c'est une chose, mais être un plongeur, c'est pas pareil. On est à découvert et on devient une cible légitime dans cette masse d'animaux qui viennent se nourrir. Un espadon voilier est à l'œuvre. Long de près de 3 mètres, il est capable de nager à une vitesse incroyable. Sa peau, habituellement gris argenté, vire au noir lorsqu'il chasse. Pour lui, les conditions sont idéales. Les prédateurs sont capables de parcourir des centaines de kilomètres pour un festin pareil. Très vite, Rick est cerné par ces géants. Ils déploient leur immense voilure encourageant.
Rick entre dans l'eau à quelques centaines de mètres du bois flottant. Il comprend vite que l'endroit est le terrain de chasse des dauphins. L'attitude des dauphins est sans ambiguïté. Gueule ouverte, ils préviennent l'intrus de rester à distance. Mais Rick n'est pas le seul à suivre les dauphins. Des thons jaunes qui chassent souvent avec eux ne tardent pas à faire leur apparition. Nul ne sait pourquoi l'activité est aussi intense sous les débris à la dérive. Peut-être est-ce tout simplement parce que l'abri est trop petit pour tout ce monde. Enfin, Rick se retrouve au centre de l'action. Tout autour de lui, c'est un bouillonnement de vie qui s'étend bien au-delà de son champ de vision. Les dauphins filent comme des fusées autour de l'arbre flottant à la poursuite de petits poissons. Certaines espèces passeront toute leur vie sous ce bois mort. Comment elles parviennent à repérer un récif aussi petit dans l'immensité de l'océan reste un mystère. Proies et prédateurs ne manquent pas. Un requin à pointe noire fait son apparition. Rick sait qu'il doit rester sur ses gardes. Être un petit poisson caché sous une souche, c'est une chose, mais être un plongeur, c'est pas pareil. On est à découvert et on devient une cible légitime dans cette masse d'animaux qui viennent se nourrir. Un espadon voilier est à l'œuvre. Long de près de 3 mètres, il est capable de nager à une vitesse incroyable. Sa peau, habituellement gris argenté, vire au noir lorsqu'il chasse. Pour lui, les conditions sont idéales. Les prédateurs sont capables de parcourir des centaines de kilomètres pour un festin pareil. Très vite, Rick est cerné par ces géants. Ils déploient leur immense voilure pour rassembler les bancs de poissons. Puis, ils fondent tour à tour dans la masse poissonneuse pour se nourrir. En 1 heure, il ne reste presque plus de petites proies à la surface. Alors que le jour décline, les prédateurs s'enfoncent vers les profondeurs à la rencontre des créatures abyssales qui vont entamer leur remontée. Rick peut plonger en apnée jusqu'à plus de 20 mètres. Mais la migration verticale est encore probablement à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Il devra patienter un moment. Déceler une telle concentration de proies et de prédateurs dans le noir ne sera pas une mince affaire. De nuit comme de jour, une grande partie de l'océan est pratiquement vide. Mais Rick est convaincu que les prédateurs qu'il a vus aujourd'hui sont la preuve que la migration qu'il attend peut se produire ici même. Il sillonne la zone en attendant l'obscurité. Le sonar a détecté la présence d'une masse dense sous le bateau de Dennis. Elle remonte lentement vers la surface et recouvre une superficie équivalente à celle d'une petite ville. Impressionnant, lorsque l'on sait que cette masse n'est constituée que d'êtres vivants. Bientôt, la partie la plus délicate de la mission de Rick va commencer. Filmer de nuit au cœur de l'océan.
Cette petite tortue lutte se nourrit d'animaux gélatineux. Ce sont eux qui devraient arriver avec la première vague de la migration nocturne. Et c'est effectivement ce qui se produit. Une longue chaîne de salpes fait son apparition. C'est le mets préféré de la tortue. Filmer de nuit est difficile et dangereux. La moindre erreur peut être fatale. Si le bateau dérive avec le vent et les courants, le plongeur peut très vite se retrouver isolé. Les torches aideront Rick à s'orienter une fois sous l'eau. Il a également prévu de petites lampes utilisées comme leurre la nuit par les pêcheurs. De nombreuses créatures des abysses sont bioluminescentes. Elles luisent dans le noir. L'idée est de duper de nombreuses espèces nouvelles. Comme cette méduse Tiburonia, inconnue jusqu'à sa capture par l'équipe. À ses profondeurs, c'est tout un univers rempli d'espèces étranges qui se dévoilent. Bon nombre d'entre elles, comme ce calmar de verre, ont rarement été observées à la surface. La plupart de ces créatures invertébrées se nourrissent de plancton. Leur corps gélatineux est parfaitement adapté à la pression écrasante qui règne ici. Dans ce monde où jamais ne perce la lumière du jour, on se demande bien pourquoi certaines espèces s'offrent le luxe de la couleur, comme cette variété de sténophore écarlate. Même dans le noir, les prédateurs guettent. Comme ce poisson vipère, de 50 cm de long. Chasseur redoutable, il peut vivre une bonne trentaine d'années. Un revenant croise également dans les parages. Dans son crâne transparent, on distingue deux yeux tubulaires qui pointent vers le haut pour détecter l'ombre de la moindre proie qui passerait au-dessus de lui. Ou les pièges tendus par les hommes. Le revenant a vraiment de drôles d'yeux, je me demande ce qu'il voit. Rick est intrigué. Ces animaux ont toujours été là, bien loin sous ses palmes lorsqu'il filmait de nuit. Et pourtant, ils ne sont pas remontés à la surface. Le professeur Robison explique que ce qui provoque la migration verticale, c'est la lumière. En journée, les animaux des profondeurs restent dans les eaux sombres. Ils profitent de la nuit pour remonter se nourrir à la surface en étant moins détectables par leurs prédateurs. Au petit matin, ils regagnent leur terrain de prédilection bien loin sous la surface. Mais ces amateurs d'obscurité ont besoin de se maintenir dans une zone où la luminosité est très faible. Ils ne remontent donc la nuit à la surface de l'eau que si la luminosité y est aussi très faible, ce qui n'est pas le cas les nuits de pleine lune. Bruce Robison m'a expliqué pourquoi j'avais vu si peu de poissons l'autre nuit. La lune éclairait trop la mer, du coup les poissons ne sont pas beaucoup remontés. Rick
devra retenter son expérience en tenant compte de ce paramètre. Sa prochaine plongée dans cette zone tropicale du Pacifique aura lieu par une nuit sans lune. Ce soir, nous allons partir très loin au large et nous poster à l'apic du canyon sous-marin où l'on a filmé tous ces animaux il y a plusieurs jours. Rick et Dennis espèrent que l'endroit qu'ils ont déjà repéré sera de nouveau actif par une nuit suffisamment noire. Mais cela n'est pas garanti. Et les deux chasseurs d'images n'ont d'autre solution que de tenter leur chance. Si les lumières de la caméra et du bateau paraissent très fortes, elles sont en réalité bien plus faibles que la lumière de la Lune qui éclairait la zone lors de leur première tentative. Les crabes qui nagent à cet endroit sont un indice encourageant. Ils ne plongent pas profondément et ne se nourrissent que près de la surface. S'ils se sont réunis, c'est sûrement parce qu'ils savent qu'une grande quantité de nourriture va arriver. Ils attendent que la migration nocturne commence. Un sténophore fait une apparition. Au fil des années, les caméras sous-marines ont énormément progressé. Aujourd'hui, les caméras numériques permettent de filmer en haute définition, même à faible lumière. Les animaux marins se font plus nombreux à chaque instant. Les formes futuristes de ces créatures souvent aveugles sont parcourues de pulsations lumineuses. Un bébé crabe attiré par ces lumières est pris au piège. Il lutte et se débat dans les filaments collants et réussit à s'échapper. Mais on est loin de la cohue que Rick imaginait. Le gros de la migration n'est pas encore arrivé. J'ai l'impression de dériver dans l'espace et de voir passer de nouvelles formes de vie. Je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Des comètes macro surgissent de l'ombre, prêtes à se régaler de plancton. Quelques instants plus tard, des calmars arrivent à leur tour des profondeurs, poursuivant leur proie. Et les prédateurs qui, de loin, confondront les loupiotes avec des proies potentielles. Dans le ciel dégagé, la lune éclaire la nuit. Les conditions de plongée sont parfaites. Rick se met à l'affût sous le bateau, à une dizaine de mètres au-dessus des loupiotes. Quand on se met à l'eau de nuit, on n'est pas très à l'aise. On ne sait pas où on tombe, on ne voit que la masse noire de l'eau. D'étranges créatures remontent des profondeurs. Peu à peu, l'océan se transforme. Un siphonophore déroule sa silhouette filiforme. Ses tentacules luisent dans le noir pour attirer les proies, comme les leurres lumineux disposés par Rick. Certains spécimens peuvent mesurer jusqu'à 40 mètres. Rick se tient à une distance respectueuse de l'animal.
Ce soir, il y a beaucoup d'organismes urticants dans l'eau. La piqûre des siphonophores est particulièrement douloureuse. Voici un pyrosome, lui aussi bioluminescent comme nombre de créatures abyssales. Chaque espèce utilise la lumière à des fins différentes. Attirer une proie, distraire les prédateurs ou se signaler à un partenaire. Un pyrosome de plus grande taille sert de refuge à une petite crevette. Sans lui, dans l'immensité de l'océan, celle-ci serait une proie facile. Une jeune crevette mante joue dans le courant. Ses yeux sont parmi les plus complexes du monde animal. C'est un atout de taille, car sans dard ni abri, cette espèce est extrêmement vulnérable. Malgré ces rencontres remarquables, Rick est déçu. Il a croisé bien moins d'espèces que prévu. Je pensais que la mer bouillonnerait de vie. Soit je m'y suis mal pris, soit j'ai plongé au mauvais endroit. Sur son sonar, Dennis voit toujours la couche de biomasse très dense. Mais celle-ci a arrêté sa remontée à 50 mètres de la surface sans aucune raison apparente. Rick est convaincu qu'il doit en apprendre davantage avant de plonger à nouveau. Quelques jours plus tard, il se rend à l'Institut de recherche de l'aquarium de la baie de Monterey en Californie. C'est là qu'il espère trouver des réponses à ces questions. Avec une équipe de scientifiques de l'Institut, il embarque à bord du Rachel Carson. L'Institut a mis au point des technologies sophistiquées pour étudier les grands fonds. Il est à la pointe en matière de recherche sur la migration verticale. J'espère que les chercheurs me donneront les réponses dont j'ai besoin pour filmer cet événement exceptionnel. À bord, il retrouve le professeur Bruce Robison, un expert mondialement reconnu du monde marin. L'Institut utilise le Ventana, un petit sous-marin télécommandé pour étudier la vie à très grande profondeur. Plus de 3000 plongées ont ainsi été menées à l'aide de cet engin. Cela a permis à l'équipe du professeur Robison d'étudier la vie des abysses avec une précision sans précédent, de jour comme de nuit. Le sous-marin peut descendre à plus de 1000 mètres et rester en immersion presque indéfiniment. C'est une fenêtre sur un monde que je ne vois jamais quand je plonge. Ce qui se passe en eau profonde m'intéresse énormément. Depuis la salle de contrôle du navire, l'équipe scientifique ajuste la profondeur de plongée du sous-marin et sa position, tout en restant à l'abri et au sec. Le but est de descendre suffisamment pour trouver des espèces vivantes. Le palier des 50 mètres est franchi sans qu'aucune rencontre ne soit enregistrée. À mesure que le Ventana s'enfonce vers les abysses, l'obscurité s'épaissit. À moins 200 mètres, il n'y a pratiquement plus de lumière et des animaux commencent à émerger de l'ombre. D'abord, des tout petits. Puis, une méduse de 6 cm de diamètre. L'équipe l'aspire délicatement dans un bac de collecte. Auparavant, les prélèvements dans le milieu naturel s'effectuaient à l'aide d'un filet. Et les animaux fragiles comme les méduses ne survivaient pas à l'opération. Ce nouveau système a permis la découverte. Lorsque je suis dans l'eau et que je vois ces ombres, ça ne me fait pas peur. Au contraire,
Ça me donne une décharge d'adrénaline. Le requin est un prédateur de surface et un opportuniste. Les globicéphales sont pour lui l'occasion de s'offrir un repas à bon compte. Quand je vois des requins se rapprocher de cétacés, ça réveille le chasseur en moi, parce que je sais qu'il va y avoir de l'action. Le requin essaie d'effrayer les dauphins pour qu'ils défèquent avant de plonger. Pendant la journée, les eaux de surface sont souvent assez pauvres en nourriture. Le requin a développé une astuce pour chipper un repas aux cétacés. Ce nuage rouge est le signe que les globicéphales ont mangé des calmars. Le requin se jette alors sur des morceaux de calmar encore entiers dans le nuage d'excréments. On considère ces requins océaniques comme de grands prédateurs, mais quand on les voit se nourrir de cette façon, leur réputation en prend un coup. Les globicéphales regagnent les abysses. Ces animaux peuvent descendre jusqu'à 600 mètres de profondeur. C'est beaucoup trop pour que Rick ou même le requin puissent les suivre. Cette capacité leur permet de chasser des calmars toute la journée. La plupart des autres prédateurs, eux, doivent attendre la nuit et la migration verticale. Le requin poursuit sa route. Tous ces animaux sont des nomades. Ils passent leur vie à errer à la recherche de nourriture ou d'un partenaire. Pour l'instant, Rick est à nouveau seul. Mais la rencontre avec les globicéphales lui indique que cette zone a du potentiel. Il décide donc de rester et d'attendre la suite des événements. Après un long moment, un nouvel indice prometteur apparaît à la surface de l'eau. À la confluence de deux courants, les nutriments portés par les deux masses d'eau se concentrent le long d'une ligne fertile qui rompt la monotonie de l'océan. Cette ligne de courant est aussi la preuve que nous sommes au bon endroit. On va rester à côté. C'est un peu comme une autoroute. Le phytoplancton prolifère à ce carrefour océanique. Les algues microscopiques qui le composent ont besoin de soleil et des nutriments portés par les courants. Au large, elles constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire. Une aubaine pour ce banc d'anchois qui vit près de la surface. Mais ces derniers ont un problème. À la lumière du jour, ils sont des proies faciles pour les prédateurs. Très vite, un groupe de thons roses arrive sur les lieux. Et c'est l'hécatombe. Quelques minutes plus tard, alors qu'un requin soyeux arrive à son tour, il ne reste qu'une poignée d'anchois. Le prédateur doit se contenter des proies blessées que les thons lui ont abandonnées. Le plancton qui nourrissait les anchois constitue également le repas de créatures plus prudentes qui ne remontent à la surface qu'une fois la nuit tombée.
Je crois qu'on n'est pas loin. Il y a pas mal de plancton et de petits poissons dans l'eau. On dérive au-dessus d'un canyon sous-marin assez profond. Le repérage a fini par payer. Cette zone attire la vie grâce au courant et au relief sous-marin. Il est temps pour Rick et Dennis d'affiner leurs recherches. Je vois pas mal de débris flottants et il y a des poissons cachés dessous. On est au bon endroit. Qu'est-ce que tu en dis? Je vois un peu plus loin que toi. Cette ligne de courant file tout le long de la faille. Et il y a un tronc d'arbre là-bas. Ok, on va voir. Ta caméra. Je l'ai. Passe-moi tes palmes. Dennis a repéré un tronc d'arbre qui dérive un peu plus loin. Ce type de débris flottant peut faire office de petit récif mobile. Il offre un abri à plusieurs espèces de poissons. S'il y a déjà de l'activité ici le jour, il y a toutes les chances pour que Rick se retrouve au milieu de l'action une fois la nuit tombée. Dès qu'on est un peu plus près, je m'en rapproche à la nage. Entendu! Un groupe de dauphins tachetés file dans la même direction. Là encore, c'est un signe. L'océan est un vaste royaume dominé par des forces titanesques. Ce territoire immense est la demeure des plus gros animaux de notre planète. Il étire ses étendues infinies loin de tout rivage, et jusqu'à des milliers de mètres de profondeur. Le calme apparent qui règne sous sa surface est parfois troublé par de brusques accès de frénésie. Mais lorsque le soleil sombre à l'horizon, il révèle un nouveau visage. Des millions d'animaux remontent des profondeurs. Ces créatures singulières et inconnues prolifèrent dans l'obscurité la plus totale. C'est la plus grande migration connue au monde. Un homme est déterminé à accomplir ce que personne n'a fait avant lui. Plonger de nuit pour filmer cet exode animal en se postant aux premières loges. Son but, percer le mystère qui entoure la remontée nocturne de tous ces animaux et résoudre enfin l'énigme de cette curieuse migration verticale. Biologiste et caméraman sous-marin renommé, Rick Rosenthal filme depuis plus de 30 ans les hôtes du Grand Bleu. La plupart du temps, il effectue ses prises de vue le jour, en profitant de la lumière naturelle. Mais aujourd'hui, il s'apprête à filmer un phénomène nocturne. Une migration verticale à grande échelle, au cours de laquelle des millions d'animaux vont remonter des abysses pour se nourrir de plancton près de la surface. En se déplaçant ainsi de nuit, ils échappent à l'attention des prédateurs diurnes. À l'aube, ils prendront le chemin inverse pour retrouver l'obscurité protectrice des eaux profondes. Ces animaux forment des bancs si denses que les sous-marins militaires peuvent se dissimuler sous leur masse sans risque d'être détectés. En termes de biomasse, cette migration est la plus importante de notre planète. J'ai eu la grande chance de filmer énormément d'animaux et d'événements naturels incroyables en plein océan. Mais il y a une chose que je n'ai jamais encore filmée, c'est la migration la nuit des habitants des abysses vers la surface. Il y a plusieurs années, alors que je plongeais au large du Costa Rica,
j'ai eu le plaisir d'assister à un ballet aquatique de raies mobula, qu'on appelle diable des mers. Il y avait aussi des dizaines de poissons juvéniles, comme des bébés espadons voiliers, qu'on n'avait jamais vus. C'est ce qui m'a donné envie de filmer dans le noir. Ce que j'ai voulu faire, c'est aller au large, la nuit, plonger avec ma caméra et filmer cette grande migration verticale. Le défi est de taille. La migration verticale ne se déroule qu'en haute mer et dans certaines zones. Rick va devoir s'appuyer sur ses 30 années d'expérience pour repérer l'endroit idéal et le bon moment. En journée, certains signes imperceptibles l'orientent vers des lieux où les animaux se rassemblent en profondeur. C'est là qu'il a le plus de chances de filmer une activité nocturne. Sa quête débute dans la zone tropicale du Pacifique. Accompagné de Dennis Bishop, un marin chevronné, Rick guette les indices qui trahissent la présence d'animaux marins. Je regarde si des oiseaux volent au ras des vagues. Je guette le souffle d'un dauphin ou d'une baleine à l'horizon. Et j'observe aussi les poissons qui fendent l'eau ou qui sautent à la surface. Ce sont des indices importants pour trouver ce que l'on cherche, car l'océan est tellement vaste. Rick s'attarde dans les parages car il a aperçu le souffle d'une baleine. Celle-ci a peut-être déjà quitté la zone, mais une nappe d'eau étale laisse penser que quelque chose de gros se cache en profondeur. Au début, Rick ne voit rien, à part une colonne d'eau de 2 km, apparemment déserte. Jusqu'à ce que des ombres se dessinent. Ce sont des globicéphales. Ces grands dauphins se nourrissent de calmars qui vivent en eau profonde et constituent l'essentiel de la migration nocturne. La présence des cétacés près de la surface indique à coup sûr qu'il y a de la vie bien plus bas. Une faune qui attend que la nuit soit tombée pour remonter. Une autre silhouette émerge du Grand Bleu, celle d'un requin océanique.